Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle série, on va parler un petit peu de cryptographie. Bon, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que la cryptographie, c'est un petit peu mon dada. Toutes les vidéos sur Z sur NZ, c'était un petit peu pour préparer les côtés techniques de cette série de vidéos. Alors dans la première, il n'y aura pas trop de maths, je vous rassure, il y aura peut-être que quelques petits termes qui vont heurter, mais là c'est vraiment très basique. Donc c'est pour expliquer les principes de base de la cryptographie à clé publique, voir comment ça marche et tout ça, donc n'ayez pas peur, ça va être relativement soft. Mais rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde dans la série de vidéos. Ok, alors commençons tout de suite. Donc, la cryptographie, comme vous le savez, c'est les façons de crypter les messages. La cryptologie, ça représente toute la science du secret, c'est-à-dire aussi signer des messages, s'authentifier auprès des sites sécurisés, enfin bref, tout le monde l'utilise tous les jours sans s'en rendre compte, d'accord? Donc c'est des maths vraiment qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Mais alors, comment ça se passait depuis l'Antiquité, depuis qu'on a des traces d'écriture, on a trouvé des messages secrets, et essentiellement, les gens avaient trouvé deux techniques pour communiquer de façon secrète. Il y en a une, c'était la stéganographie. Alors ça consiste à cacher le message. Donc ça pouvait être des microfilms, vous savez, des trucs tout petits, des trucs de James Bond, des choses comme ça. Ça pouvait être des techniques, par exemple, d'écrire sur le crâne rasé d'un esclave, attendre que les cheveux repoussent et puis l'envoyer. Oui, donc là, il fallait être patient, mais bon, voilà. Ça pouvait être à un moment, en Angleterre, la livraison des journaux était gratuite, et donc des gens faisaient des petits trous avec des petites épingles très très fines en dessous certains caractères, et après ils envoyaient le journal à l'adresse. Ça, il n'y a pas besoin de payer pour envoyer un journal, et donc les gens après, juste en mettant face au soleil, pouvaient voir là où il y avait des petits trous, et puis voir les lettres qui décryptaient les messages. C'était à l'époque où les télégrammes et les lettres coûtaient hyper cher, donc voilà, c'était une astuce, quoi. Bref, donc on peut d'une façon ou d'une autre cacher les messages. Al-Qaïda faisait aussi un peu comme ça apparemment pour... d'après ce qu'on a dit, parce que je n'ai pas vérifié, mais pour communiquer avant les attentats du 11 septembre, apparemment il y a des images cachées dans des pièces jointes qui étaient des messages cachés dans des images en pièces jointes, plutôt que dans le texte de l'email, vous voyez. Bon, enfin bref. Donc voilà, stéganographie, et autre technique, la cryptographie à clé secrète. Donc ça, vous utilisez tous les jours messagerie sécurisée, par exemple Telegram, Signal et compagnie, ou quand vous communiquez avec votre banque sur Internet, etc. Donc ça consiste à quoi? En fait, Alice et Bob, s'ils veulent communiquer, ils vont d'abord s'échanger une clé secrète. Okay, donc ça se fait tout seul, vous ne vous rendez pas compte quand vous utilisez les applications de Secure, mais ça se fait, quoi. C'est comme s'ils achetaient un cadenas tous les deux, ils ont chacun une clé, puis après, pour communiquer les uns avec les autres, ils utilisent ce cadenas pour fermer la boîte. Hop, Alice met un message, elle ferme le cadenas, elle envoie à Bob, Bob il a sa clé, il ouvre le cadenas. Donc dans la vraie vie, c'est évidemment des fonctions mathématiques. Alice, elle va utiliser une méthode mathématique de chiffrement, d'accord? Et elle a une clé secrète qui permet de revenir en arrière. Bob, pareil, il a la même clé secrète, donc voilà, ils peuvent s'envoyer les messages. Quelqu'un qui au milieu intercepte le message mais n'a pas la clé secrète, ne peut rien faire. Ok? Alors actuellement, là, en 2021, et depuis déjà une bonne quinzaine d'années, ce qu'on utilise de façon standard, c'est AES. AES, ça veut justement dire cryptage standard avancé. Advanced Encryption Standard. Okay, et donc, vous choisissez un texte clair, vous allez sur n'importe quel site ou télécharger une application de cryptage AES, évidemment sur un site sérieux, avec un petit cadenas, pas n'importe où. Bref, vous tapez un message important, comme celui-là, hop, vous dites tiens, crypte-moi ça avec AES, alors on vous demandera la puissance de force de chiffrement de AES, 128 bits, pour moi ça suffit largement, même certains paranoïaques comme la NSA utilisent 256, mais 128 ça suffit. On vous demande une clé secrète, là j'ai tapé La Rochelle Université, et hop, vous obtenez, boum, ceci. Et donc si mon expéditeur, quelqu'un à qui j'envoie ce message, reçoit ça, et qui connaît la clé secrète La Rochelle Université, il pourra dire à AES, décrypte-moi ça, et hop, il va obtenir ça. Oui, alors déjà, pour tous les commentaires que je vais recevoir en disant, oui, on ne dit pas décrypter, on dit déchiffrer, on ne dit pas crypter, on dit chiffrer, m'en fous, voilà, c'est polémique stérile, je ne vais pas rentrer là-dedans. Pour moi, chiffrer est synonyme de crypter, déchiffrer est synonyme de décrypter, voilà. Si ça vous plaît pas, quittez direct la vidéo. Voilà. Ok. Alors, donc la question maintenant qu'on peut se poser, c'est qui s'est posée, voilà, je pense depuis très longtemps, c'est bon, c'est bien sympa cette technique, mais est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose? On ne peut pas essayer de communiquer de façon secrète et sécurisée et tout ça, sans s'échanger de clé au début? Parce que c'est quand même un petit peu contraignant, vous voyez, c'est voilà, c'est pas évident forcément. Si quelqu'un habite loin, je ne vais pas aller le voir pour lui donner ma clé. Pas question d'envoyer ma clé de façon pas sécurisée, parce que sinon quelqu'un peut intercepter la clé, et puis après tous les messages, il pourra les... Vous voyez, donc c'est quand même embêtant. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de juste s'en passer, quoi? D'accord? Bon, maintenant, vous savez bien que la réponse est oui, sinon on ne pourrait pas communiquer avec sa banque sans qu'elle nous ait donné une clé secrète pour pouvoir aller sur le site et tout, et puis vous savez, vous ne le faites pas et ça marche. Donc la réponse est oui, mais
la réponse, et puis c'est pas une méthode hyper compliquée, hein, c'est des techniques de mathématiques qu'on connaît depuis plusieurs siècles, donc notamment les nombres z sur nz, etc. Vous voyez, donc pas des maths hyper dures, même si c'est un peu abstrait, je reconnais. Et comment on peut expliquer qu'en fait personne n'ait trouvé la réponse à cette question avant les années 1970? Ce qui pour les mathématiques c'est hier, enfin, d'accord? Eh bien, mon opinion, c'est que selon moi, c'est qu'en fait personne n'avait cherché. C'est-à-dire qu'à la question, est-ce qu'on est obligé de s'échanger une clé avant? Bah oui, voilà. Ah, on est obligé? Bah oui, évidemment. Ah bon, ok. Ah d'accord. Du coup, voilà. Si la réponse est évidemment non, je ne cherche pas une solution à un problème s'il n'y a pas de solution. Et donc, il a fallu faire un énorme effort, à mon avis, pour se dire, peut-être qu'il y a une technique quand même. Et une fois qu'on a cherché, on l'a trouvé. Bon, les gens qui ont inventé RSA, ils le disent, ils ne l'ont pas trouvé en 3 jours quand même. Mais c'est pas si dur que ça. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Voilà. Une fois qu'on sait que c'est possible, c'est pas si délirant de le trouver, quoi. Vraiment, le vrai obstacle, je pense, c'est de se dire, mais est-ce que c'est vraiment possible de faire ça, quoi? Ok. Bon, enfin bref, donc tout ça, la morale de l'histoire, c'est que si on cherche pas, on trouve pas. Donc voilà. Alors, première idée, pour essayer de s'en affranchir, une idée qui a l'air raisonnable et qui n'est pas si saugrenue que ça, c'est de se dire, attends, dans la vraie vie, moi, j'ai un cadenas et j'ai pas envie d'échanger la clé avec Alice qui est à Hong Kong, mais je peux quand même lui envoyer une boîte qui sera fermée tout le long du voyage. Simplement, je mets un cadenas à moi, donc moi seul j'ai la clé, elle n'a pas la clé, elle ne pourra pas l'enlever, et je lui envoie ma boîte, comme ça, hop. D'accord, donc elle arrive à Hong Kong, là, bim, la boîte arrive, il ne peut pas l'ouvrir, mais mon destinataire, ou elle, ma destinataire, peut rajouter un cadenas. Hop, deuxième tente, elle met un deuxième cadenas à la serrure. Et elle me le renvoie. D'accord? Donc là, la boîte est 2 fois plus fermée. Donc là, il n'y a pas de problème. Hop, moi je reçois la boîte avec les 2 cadenas, j'enlève mon cadenas. Youp. Et je renvoie la boîte avec uniquement son cadenas, elle l'ouvre, et la vie est belle. Vous voyez, donc finalement, c'est pas assez. C'est tout bête, il suffit d'y penser. Il suffit de faire 2 fois le truc et puis ça marche. Alors on va essayer avec AES. D'accord? Donc on va supposer que notre cadenas c'est AES, c'est le standard habituel pour poser un cadenas. Alors moi j'ai choisi une clé secrète, Gilles, et puis Alice, à qui j'envoie la boîte par exemple, a choisi Matt. Ok, bon, très bien, alors pourquoi pas? Donc je mets mon cadenas. Allez hop, j'envoie le message bonjour, qui est un message hautement confidentiel, donc je veux vraiment qu'il soit chiffré, voilà. J'envoie pas bonjour parce que sinon ça ferait une répétition, hop, il y aurait 2 fois la même chaîne de caractères, une fois que c'est crypté peut-être, des gens pourraient imaginer ce que j'ai dit, vous voyez, donc je suis sécure, je répète pas. Donc j'envoie bonjour, je crypte avec AES, la clé Gilles, j'obtiens un message M1. Ok, donc voilà, personne ne peut retrouver bonjour à partir de là, hein, pas de problème. Donc là, elle va crypter M1 avec AES et la clé mat, que je ne connais pas, hein, moi. Hop, je reçois M2. Ok, très bien. Bon, cette fois, moi, je vais prendre M2 et je vais appliquer l'algorithme de décryptage, d'accord, AES décrypte, de M2 avec la clé Gilles. Tiens, ce truc-là a été crypté avec Gilles, décrypte-moi-le. J'obtiens le message M3 que je lui envoie. Et donc, il lui reste juste à décrypter le message M3 avec la clé K2 qui est mat, là. Tiens, déchiffre-moi ce message-là. Et elle le fait, et elle obtient, bam, ceci. Et oui, l'ordre est important. Malheureusement. Hein, ça sert qu'on ne peut pas, voilà, avec AES, les faire dans le désordre, ça ne donne pas du tout le message du début. Ok? Et donc, AES, ça ne fonctionne pas. Question, est-ce qu'on peut trouver une méthode de chiffrement à clé secrète robuste, voilà, sur lesquelles on n'ait pas d'attaque, et qui commute, qu'on puisse faire 2 fois de suite dans n'importe quel ordre, d'accord? Eh bien, on ne connaît pas. Voilà, donc c'est un problème de recherche ouvert, très intéressant. Est-ce qu'on peut appliquer cette idée avec des fonctions mathématiques actuelles? Reste à inventer, on ne connaît pas de méthode qui permette de faire ça. Voilà. Ok, alors donc deuxième idée, puisque celle-là ne fonctionne pas, Alice peut se dire, tiens, je vais acheter plein de cadenas, parce que je suis très riche, et je vais en distribuer à tout le monde, hein, ou alors sur ma page Facebook, sur Instagram, etc. Je vais dire, tiens, prenez cette méthode-là pour m'envoyer des messages, cryptez vos messages avec cette technique, et moi, je pourrai les déchiffrer. Ok? Donc après, il va falloir avoir des astuces pour savoir qu'on est bien sur la page de Alice, hein, avant d'accord, il faut être sûr que c'est bien elle. Il faudra trouver d'autres techniques d'authentification et tout ça pour être sûr d'associer le bon cadenas à la bonne personne avant d'envoyer les trucs, bien évidemment. Mais bon, là, je ne suis pas dans l'authentification. Admettons que vous êtes sûr que c'est Alice, elle vous a bien donné son cadenas, donné son truc. Elle en donne à tout le monde. Et donc, vous pouvez utiliser, vous voulez envoyer un message, vous mettez votre message dans la boîte, vous claquez ce cadenas, vous l'envoyez, elle a la clé. Ok, tout va bien. Et le truc, c'est que donc elle pourra recevoir votre message, mais elle ne pourra pas vous répondre.
Parce que tant que vous n'aurez pas distribué des cadenas, elle ne pourra pas vous envoyer de façon sécurisée une réponse. Donc c'est pour ça qu'on parle de chiffrement asymétrique, ou de cryptographie asymétrique. Contrairement à tout à l'heure, une fois que Alice et Bob s'étaient échangé une clé, ça marchait dans les deux sens. Il n'y a plus de différence de comportement entre Alice et Bob. Là oui, Alice peut décider de rentrer dans un système de cryptographie à clé publique en distribuant des cadenas partout, ou une méthode de chiffrement, et tant que les autres ne l'ont pas fait, elle ne pourra pas leur répondre. Ou alors elle est obligée de répondre en clair. Vous voyez. Ok. Donc voilà. Ou alors sinon une technique, mais ça pourrait être par exemple que j'utilise le canal Alice pour lui envoyer une clé secrète qu'on pourra utiliser après avec AES. Et en pratique, c'est exactement comment ça se passe avec les sites sécurisés en fait. D'accord. Bon, bref, je reparlerai de tout ça plus tard dans les vidéos suivantes, donc je ne vais pas trop dire comme ça pour le moment. On va essayer plutôt d'explorer ce passage-là, comment ça marche. Alors, donc, le cadenas numérique, en fait, c'est une fonction, une application même de chiffrement, elle doit être définie partout. Imaginez, il y a un message clair, elle dit « Ah non, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas envoyer ce message. » Non, alors, bon, une application, n'importe quel message clair, doit pouvoir donner un message crypté. Okay. Et donc, Alice va rendre cette fonction de chiffrement, on verra des exemples plus tard, voilà, public. Elle dit voilà, si vous voulez, sur sa page Facebook, sur Instagram, je ne sais pas, partout sur ses réseaux sociaux, elle va dire voilà, utilisez cette technique-là de cryptage pour m'écrire. Alors, quelles propriétés doivent avoir cette fonction? Tout d'abord, elle doit être injective. Alors là, j'ai perdu, je pense, 30% de l'auditoire avec un seul mot. Donc, injective, n'ayez pas peur. Ça veut dire simplement que si on prend une image, là, f de x, l'image de quelque chose ici, il ne doit pas y avoir de message y différent de x qui vérifie que f de y est égal à f de x. Autrement dit, il ne doit pas y avoir deux messages x et y qui donnent le même message crypté. Parce que sinon, je ne pourrais pas savoir si le message du début, c'était x ou y. Donc une fonction qui vérifie que si f de x égale f de y, alors x égale y, c'est une fonction injective. Donc c'est juste la définition mathématique. Ça veut dire que voilà, il n'y a jamais deux messages qui donnent le même résultat. C'est juste ça. D'accord? C'est la base. Donc en vrai, on a des méthodes où pour chaque message, il y a plusieurs antécédents possibles, genre un petit nombre, 2, 3, 4. Des techniques qui sont quand même utilisables parce que sur les 4, il y en a 4 qui ne voudront rien dire. Enfin 3 qui ne voudront rien dire et 1 qui voudra dire. Me dire oui, mais l'ordinateur, comment il reconnaît? Alors en fait, on a des astuces. On va se débrouiller, par exemple, pour que le bon se termine par 2 ou 3 zéros. Et comme ça, il n'y en aura qu'un. On est sûr que sur tous les antécédents, il n'y en a qu'un seul possible qui se terminera par 3 zéros. On saura lequel il faut choisir. Bon, des fois, on a des petites astuces. Mais si jamais f est injectif, c'est mieux. Voilà. Si chaque message va sur un message différent, c'est quand même plus simple. Donc, pour le moment, on va regarder ça. Et puis, ceux qu'on va étudier, ils vérifient ça. Donc, ne vous embêtez pas. OK. Alors, deuxième propriété, pour tout message M, ça doit être facile de calculer f de M. Si je ne peux pas le faire avec mon ordinateur, ça prend 8 jours de calcul, ça ne va pas me plaire. D'accord? Donc je dois pouvoir chiffrer les messages rapidement, en 3 clics, ça ne doit pas être compliqué. Bon. Et par contre, ça doit être impossible pour moi, si j'ai intercepté un f de M de quelqu'un d'autre, f de M', ah tiens, voilà un message crypté, je ne dois pas pouvoir trouver le M' correspondant. Okay, il doit être impossible pour n'importe qui de décrypter, même voilà, mon message à moi, quelqu'un sur les canaux publics d'Internet, il peut le récupérer, il ne doit pas être capable de retrouver M à partir de f de M. Ça doit être impossible de retrouver M à partir de f de M. Et donc si f vérifie tout ça, on dit que f est une fonction à sens unique. Ça se calcule bien dans un sens, ça ne se calcule pas du tout dans l'autre sens. M à f de M, fastoche, f de M à M, impossible. Ok? Et donc la question maintenant, parce que ces termes-là sont quand même pas très précis mathématiquement, c'est ok, t'es mignon, mais ça veut dire quoi facile? D'accord? Et ça veut dire quoi impossible? Parce que typiquement, c'est pas impossible de retrouver M. Imaginez, j'essaye des messages au hasard jusqu'à temps que je trouve f de M. C'est pas impossible. Ça va peut-être prendre un temps de dingue, mais c'est pas impossible. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et donc pour répondre à ces questions, je vais vous parler un petit peu de complexité. Mais n'allons pas trop vite, parce qu'il y a une autre propriété que doit avoir cette fonction. Je vais revenir juste après, je ne vous oublie pas. Une autre propriété que doit avoir cette fonction, c'est ok. N'importe qui peut calculer f de M, personne peut calculer M à partir de f de M, enfin personne, vraiment personne? Ça ne sert à rien alors. Non, il faut qu'Alice, elle puisse retrouver votre message. Sinon, si même elle ne peut pas, ça sert à quoi? Tiens, vas-y, crypte avec ça, personne ne peut décrypter. Alors, bon, personne, super. Ton message, tranquille, quoi. Mais non, mais ça ne sert à rien. Donc, pour tout message f de M chiffré, la connaissance d'une information supplémentaire, donc ce qu'on appelle la clé secrète, d'accord? Donc le vocabulaire, c'est la clé publique. Ce qu'on appelle la clé publique, ça va être les informations de la fonction f qu'Alice va rendre publique. Et la clé secrète, ça va être la clé que seule Alice connaît, qui va lui permettre de décrypter les messages. Okay? La clé publique, c'est la clé que vous utilisez pour chiffrer, que tout le monde connaît. La clé secrète, c'est la clé qu'on utilise pour déchiffrer,
que seule Alice doit connaître. Et donc, il faut qu'il y ait un mécanisme comme ça dans F qui permette, si on connaît une astuce, si on l'a construite, nous-mêmes, de décrypter, de faire les messages en sens inverse, de faire le calcul dans l'autre sens. Et donc, une telle fonction s'appelle une fonction à sens unique trapdoor, à porte dérobée, aussi on peut dire en français. Okay, donc voilà, donc une fonction, voilà, il faut une fonction injective à sens unique trapdoor. Si on a ça, eh ben on est parti, on fait de la cryptographie à clé publique. Ok. Alors revenons-en donc un petit peu sur ces histoires de complexité, c'est-à-dire ces histoires de qu'est-ce que ça veut dire facile à faire ou difficile à faire en informatique. Okay, parce que voilà, on fait un calcul, l'ordinateur il le fait pas, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cette théorie de la complexité des calculs, justement, ça s'appelle la théorie de la complexité. J'ai une série de 4 vidéos sur décidabilité et complexité. Si ça vous intéresse de creuser ce sujet en détail, je vous invite fortement à aller les regarder. Voilà. Je ne mets pas de lien, je le mettrai dans la description. Voilà. Bon, si j'y pense, sinon vous cherchez sur Google. Bref. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on essaye de mesurer le nombre d'opérations qu'à faire ou le temps que va mettre un algorithme à s'exécuter. Vous allez me dire, bah d'accord, mais alors, par exemple, l'algorithme, ça peut être factoriser un nombre. Bah, plus le nombre est grand, plus ça va demander d'étapes de calcul. Donc on ne peut pas dire juste comme ça, cet algorithme, il demande beaucoup de calculs. Bah, oui, mais ça dépend du message de départ, vous voyez, ça dépend de la taille des données initiales. Donc si on prend un message M, disons de n bits, d'accord, donc par exemple 128 bits pour AES 128, bon, ok, eh bien, il faut trouver en fonction de n le nombre d'opérations. Vous voyez bien que plus n augmente, plus le nombre d'opérations à faire pour résoudre augmente. Si je veux résoudre un système à n équations à n inconnues, vous voyez bien que plus n augmente, plus le nombre d'opérations augmente. Donc en pratique, par exemple, le pivot de Gauss, ça demande n au cube opération. Et bien, une constante fois n au cube opération. Bon, et ben dans ces cas-là, on dit que l'algorithme de chiffrement est polynomial. Si le nombre d'opérations nécessaires, donc c'est un polynôme en n. D'accord? Si c'est n au carré, on dit que c'est un algorithme quadratique. Bon, à la rigueur, mais sinon, voilà, si c'est, je sais pas, tiens, 3n au cube plus 4n au carré plus n, ok, c'est voilà, polynomial. Ok? Donc voilà, même si c'est une constante fois n puissance 28, on ne connaît pas la constante, mais c'est polynomial. Donc c'est ça, voilà, plus de détails dans les vidéos sur la complexité. Et donc l'ensemble des problèmes dont on peut trouver une solution qu'on peut résoudre avec un algorithme polynomial est appelé P. Donc par exemple, calculer le chiffrement d'un message, c'est un problème de P. Okay, parce que pour les cryptologues, un calcul est facile quand il est polynomial. C'est ça que j'ai oublié de dire. Donc voilà, si c'est polynomial, c'est facile. Ok. Et est-ce que c'est difficile? Sinon, oui. En fait, c'est vraiment une équivalence. C'est-à-dire que si le problème, on peut montrer qu'il n'est pas polynomial, qu'il faut faire un nombre d'opérations plus grand que n'importe quel polynôme, par exemple 2 puissance n, alors là, c'est un problème difficile. Ok. Voilà, c'est ça la définition pour les cryptologues de ce qui est facile, difficile. Ce qui est bizarre, parce que des fois, il pourrait y avoir des exponentiels avec des petits facteurs, exponentiels de n sur 100 000. Bah, pour les petites valeurs de n, ce serait bien plus rapide à calculer que n puissance 50. Mais pour les cryptologues, quand n va augmenter, ça va augmenter de façon délirante, beaucoup plus rapide quand c'est pas un polynôme que quand c'est un polynôme. Donc c'est ça le critère en fait. Voilà, c'est un peu arbitraire, mais c'est comme ça. Donc facile, ça veut dire calculable avec un algorithme polynomial. Ok, donc résoudre un système linéaire, c'est facile. Ok, donc maintenant si je veux faire le bourrin, je connais f de m, et ben, je vais essayer de calculer f de x pour tous les nombres x. S'écrivent avec n bits. Je sais que m il a n bits, et ben, j'y vais. X est n bits. Je vais essayer toutes les valeurs jusqu'à temps que je trouve f de m. Ah, c'est injectif, il y en a une seule, je vais trouver. Voilà. Donc ce n'est pas un calcul impossible. Ok. Mais alors, comme déjà, il y a 2 puissance n valeurs de x possibles, on voit que le nombre de calculs à effectuer, même si je mets une opération à chaque fois pour tester que x est égal à, enfin, que f de x est égal à f de m, ce qui en pratique ça sera pas le cas, il y en aura plus. Mais même si on compte qu'une, bah, il faut faire au moins 2 puissance n calculs. Et 2 puissance n, c'est pas un polynôme en n. Donc pour les cryptologues, c'est difficile. Et même si, évidemment que je ne vais pas tester toutes les valeurs, même si j'en teste que la moitié, mais la moitié ça fait 2 puissance n-1, il y a juste un moins 1 ici, bah, ça reste donc pas un polynôme en n, donc pour les cryptologues, ça c'est un calcul difficile. Alors pour illustrer pourquoi c'est difficile, eh bien prenons le plus gros ordinateur, enfin le plus gros en taille je ne sais pas, mais en tout cas le plus rapide ordinateur de la planète à l'heure actuelle, donc là nous sommes en 2021. L'ordinateur le plus rapide du monde, c'est le supercomputer Fugaku, et il peut effectuer 2 puissance 59 opérations par seconde. Donc pour effectuer 2 puissance 128 opérations, alors même si on voulait faire que la moitié, 2 puissance 127 opérations, il faudrait quand même 10 000 milliards d'années. Ok. Donc voilà, donc pour n égale 128 déjà, le test de toutes les valeurs, même s'il est
possible mathématiquement, il est calculatoirement impossible. D'accord? Sur Terre, vous n'avez pas les ressources pour réussir à faire ça en un temps raisonnable. Okay? Alors après, je ne dis pas que ça va... voilà, les ordinateurs ayant une puissance qui double tous les 18 mois à peu près, au bout d'un petit moment, peut-être que dans quelques centaines d'années, là, ça ne suffira plus. Et donc, voilà, il y a déjà AES 256, si vous avez peur. Hein? D'accord? Donc là, on est tranquille. Hein? Il faudra encore 128 fois 1 an et demi avant qu'on réussisse à revenir à bout éventuellement, donc on est tranquille. On a de la marge. Ok, donc ça, c'est pas possible, vous voyez, je vous explique, vous voyez, ça monte très vite. N égale 128, bam. Alors que 128 au cube opération, c'est une milliseconde hein, pour un ordinateur, vous voyez, c'est vraiment, ça grossit beaucoup plus vite hein, que les trucs polynomiaux, quoi. Ok. Donc, alors ensuite, ce que je vais vous expliquer, c'est que maintenant, donc, les problèmes qu'on ne sait pas résoudre, il y en a, on sait les résoudre en algorithme. On a un algorithme polynomial, certains, on n'a pas d'algorithme polynomial. D'accord? Mais alors donc dire bah ouais ça c'est un problème difficile parce que voilà, on n'a pas de méthode pour le faire. Mais si jamais on trouve une solution, ben, on aimerait bien quand même pouvoir vérifier que la solution est bonne. Et donc vérifier que la solution est bonne, c'est avoir un algorithme de vérification qui lui doit être facile, donc en temps polynomial. Et donc les problèmes pour lesquels si on réussit à trouver une solution, on ne sait pas comment, on peut la vérifier en temps polynomial, ça s'appelle NP. Donc un exemple, c'est le problème dont je vous parlais tout à l'heure de factorisation des nombres. Factoriser les grands nombres, on ne connaît pas de méthode polynomiale pour trouver les facteurs. Néanmoins, si jamais vous trouvez une méthode pour les trouver, ah bah alors c'est très facile de vérifier. Ok? Donc, bon, alors ça, c'est pas un super exemple parce qu'il y a des méthodes avec les ordinateurs quantiques, mais bon, j'en parlerai plus tard, dans les vidéos suivantes. Mais bon, en tout cas, avec les ordinateurs classiques, on n'a pas de méthode pour factoriser les nombres. Donc voilà un exemple de NP. Vous voyez, si on trouve une solution, elle est facile à vérifier. Mais après, il y a plein de problèmes. Pour une voyageur de commerce, on ne sait pas trouver le trajet qui va bien pour passer, machin, mais si une fois qu'on l'a trouvé, vérifier que c'est bon, c'est facile. Donc il y a plein de problèmes comme ça dans NP, et ceux qui ne sont pas dans NP ne nous intéressent juste pas, parce que quelqu'un dit « Ah, j'ai trouvé une méthode pour calculer les réponses à ce problème. » Bah oui, mais on ne peut pas la vérifier. On ne sait pas si cette solution est bonne ou pas, alors pas intéressant. Donc voilà. Donc ce qui est beaucoup étudié en complexité, bien évidemment, c'est les problèmes de NP. Et là, notre problème de déchiffrement, bah, c'est évidemment un exemple de problème de NP. Bah, parce que si on réussit à trouver une valeur de x à partir de f de m, bah alors on peut calculer f de x, et ça c'est évidemment facile, c'est polynomial, hein, pour voir si on trouve f de m, et hop, on va vérifier si x est égal à m ou pas très rapidement. Donc le problème qui consiste à inverser notre fonction à sens unique, c'est un problème de NP. Okay, et pour que la fonction soit à sens unique, c'est que ça ne doit pas être un problème de P. Parce que s'il y a un algorithme polynomial qui permet de trouver l'antécédent du message chiffré, alors on dit que c'est facile de décrypter. Et là on veut que ce soit impossible. Donc une fonction à sens unique, qu'Alice distribue, est un algorithme qui est dans NP, et qui n'est pas dans P. Problème, on ne sait pas si un tel algorithme existe. Et pire que ça, voilà, on n'en connaît pas. Alors non, c'est pas pire que ça, non seulement on n'en connaît pas, mais en plus on ne sait même pas si ça existe. Ça, c'est un des problèmes du millénaire. Si vous arrivez à répondre à cette question, vous gagnez 1 million d'euros. Ça vaut le coup d'y pencher. Il y a pas mal de gens qui cherchent, c'est depuis les années 70 que ce problème se pose. Est-ce qu'il existe des algorithmes qui sont dans NP et qui ne sont pas dans P? Est-ce que philosophiquement, c'est une question super intéressante. Hein. Je fais une vidéo quasiment où j'en parle pendant super longtemps, donc dans celle dont je vous ai déjà parlé. Hein. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça. Hein. Mais voilà, si on peut vérifier une solution, est-ce qu'on peut toujours la trouver ou pas? Voilà. Bref, donc là, je n'ai pas y parler pendant 3 heures, mais donc c'est juste pour vous dire que, en fait, on ne sait pas si ça existe une fonction à sens unique. D'habitude, je fais des maths, je dis voilà, alors on définit tel objet, hop, ça existe, là, non, là peut-être ça n'existe pas. Donc j'en mets depuis le début, ça n'existe pas. Mais oui, dans la vraie vie, on l'utilise quand même. Parce que vous voyez, il y a le monde des mathématiques qui est beau, qui est sympathique, idéal, tout ça. Voilà. Tout va bien, tout est facile. Puis il y a la vraie vie où c'est compliqué, etc. Ce que je dis toujours à mes élèves, vous trouvez que les maths c'est dur, mais la vie c'est tellement plus dur. Bref, dans la vie, on utilise des candidats, fonctions à sens unique. On n'a pas de preuve mathématique que ça marche, mais bon, personne n'a trouvé comment les... Tant qu'on n'a pas trouvé d'algorithme polynomial pour décrypter, on peut supposer qu'il n'y en a pas. Okay, mais donc à chaque fois, les différents algorithmes qu'on verra reposent sur une hypothèse. Reposent sur l'hypothèse que la méthode pour déchiffrer n'a pas de méthode polynomiale, qu'elle est vraiment difficile. Okay, et ce qu'on n'a jamais prouvé jusqu'à présent. Bon, alors donc on va continuer à bosser sur les trucs dont on ne sait pas si ça existe. c'est chouette. Hop. Alors revenons-en à nos moutons. Donc quels sont les candidats qu'on a explorés? Donc on a essayé quand même, je vous ai montré quelques idées qu'on a eues pour essayer de trouver, de bricoler des choses. Donc je vous ai dit, les systèmes linéaires, c'est facile à résoudre. Polynomial, donc pas intéressant. Mais dès qu'on prend des systèmes quadratiques, donc avec du degré 2, vous voyez les inconnus comme ça, où je peux multiplier 2 inconnus, pas plus, hein, et puis mettre des carrés. Moi, pas besoin d'aller au cube, juste des carrés déjà.
Et ben voilà, là, ça, c'est super facile de choisir. Si je choisis les valeurs de x1, x2, x3, là j'ai pris des 0 ou des 1, prenez des bits. On peut considérer que les messages sont formés de bits. Bon, bah, vous prenez des 0 et des 1 pour x1, x2, x3, x4, bah, voilà, c'est super facile de calculer l'autre côté. Hein. D'accord? En 2 secondes, vous allez trouver les seconds membres. Par contre, si je vous dis de résoudre ça, bah là, à part essayer un peu au pif, on n'a pas de technique. Hein. Enfin, ou en tout cas, il y a des techniques, mais ils sont toutes très longues en fait. Hein. Okay. En fait, ce problème est pire qu'un problème de NP. Okay, on peut vérifier instantanément, donc il est en NP, mais même ce qu'on appelle un problème NP complet. Alors, je n'ai pas détaillé là. Toujours, allez voir la série de vidéos pour avoir plus de détails. Mais en gros, ça veut dire que si lui est dans P, alors NP est égal à P. Voilà. Il n'y en aura pas. Si lui ne fonctionne pas, il n'existe pas de méthode qui fonctionne. D'accord? Donc c'est chouette. Voilà, c'est pour ça qu'on a cherché là-dedans. C'est un problème vachement sympa. Et donc, si on prend des systèmes au hasard, okay, facile de crypter, impossible de décrypter. Problème impossible pour tout le monde de décrypter. Question, comment fabriquer un système en mettant une trappe d'or? Voyez? Et donc voilà, donc là on obtient une fonction à sens unique, mais le souci c'est qu'on n'a pas réussi, en tout cas, il y a eu plusieurs tentatives que j'ai vues, des chercheurs brillants à Versailles, Jacques Patarin par exemple, ont essayé de trouver des techniques pour construire des systèmes comme ça avec une porte dérobée, ce qui leur permettait à eux de résoudre. Et bien à chaque fois que ces tentatives voilà, les systèmes avaient l'air de ressembler à rien, mais des gens ont trouvé des techniques pour réussir quand même à décrypter, à inverser les fonctions. Donc voilà, c'est donc pas comme des systèmes au hasard, quoi, hein. Pour être vraiment très dur à résoudre, il faut mettre les coefficients au hasard, mais là à ce moment-là personne ne sait le faire. Et toutes les techniques qu'on a essayé de trouver pour construire des systèmes que nous, avec une astuce secrète, on peut résoudre, bah, ça a rendu faible voilà. Donc bon, bref, quand je dis nous, c'est les chercheurs de Versailles, en fait moi j'ai pas fait, hein, mais bon, je m'associe à eux, voilà. Bref. Alors, une deuxième technique, logarithme discret. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne, qui produit des algorithmes qui fonctionnent actuellement. Par exemple, Elgamal, donc je détaillerai dans une autre vidéo. Hein. Alors, ça consiste en quoi? Alors, je donne un exemple tout de suite. Si je vous dis, tiens, calculer 3 puissance 50 modulo 79. Bon, alors on peut presque le faire de tête. Hein, j'ai commencé. 3 au carré, ça fait 3 puissance 4 directement. 3 au carré, ça fait 9. 3 puissance 4, c'est 81. Donc 81, ça fait 2 modulo 79. Du coup, je peux mettre au carré. 3 puissance 8, ça fait 4, 3 puissance 16, ça fait 16 du coup, 3 puissance 32, ça fait 16 fois 16, ça fait 256, et je vous laisse faire le calcul, 256, c'est 19 modulo 79. Et donc pour calculer 3 puissance 50, eh ben, je fais 3 puissance 32 plus 16 plus 2. C'est la méthode par dichotomie, hein. C'est comme ça que fait l'ordinateur pour calculer des puissances modulaires en fait. Hein. Il ne calcule pas x3, 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 50 fois. Faire comme ça, ça diminue le nombre d'opérations. Hein. Bref, et donc 19 fois 16 fois 9, je vous laisse vérifier que ça fait 50 modulo 79. C'est un hasard, hein. 3 puissance 50 fait 50, c'est un coup de bol, d'accord. C'est pas logique, hein. C'est-à-dire que vous pourriez dire, ah ouais, j'ai compris, 3 puissance 26, ça fait 26, non, en fait non. Donc voilà, si je vous dis comment trouver x tel que 3 puissance x égale 26, eh ben vous ne savez pas le faire. Ou alors si vous savez le faire, vous êtes super fort. Alors là, si, 79 et qui est à l'ordinateur, il n'y a pas beaucoup de valeur à tester, donc évidemment vous allez trouver. Je vous aurais mis 27, c'est facile, hein. 3 puissance 3, 27, ok, cool. Mais 26, bah en gros, à part essayer toutes les valeurs à l'ordinateur, vous allez avoir du mal, quoi. Donc voilà, donc c'est le problème du logarithme discret, c'est comment trouver x à partir de ça. Pourquoi logarithme discret? Alors discret parce que c'est des nombres entiers, parce que c'est des modulos, okay, et puis parce qu'en fait, si on était dans R, 3 puissance x égale 26, facile à résoudre. Hein. On prend le log de chaque côté, ça fait x log de 3 égale log de 26, x égale log de 26 log de 3. Si j'ai une fonction log, il n'y a pas de problème pour inverser ça. Mais là, on n'en a évidemment pas, hein, d'accord. Donc voilà, de manière plus générale, alors parce qu'en fait, ça c'est dans Z sur NZ, Z sur 79Z, un truc sympa, mais en fait on fait dans des groupes bien plus compliqués, bien plus abstraits. Donc notamment si vous avez entendu parler de courbes elliptiques, des groupes des courbes elliptiques, bah, en fait c'est parce qu'on fait du logarithme discret dans des groupes très bizarres, qui pour nous ont l'air hyper abstraits, hyper durs, mais qui pour l'ordinateur se permettent de calculer bien plus vite que dans Z sur NZ. Comme quoi c'est bizarre des fois la vie. C'est les groupes de courbes elliptiques. Bon là je ne vais pas en parler maintenant, hein. Mais en gros, donc le problème du logarithme discret, c'est de dire, bah, voilà, on prend un groupe engendré par un élément. Donc si ce n'est pas un groupe cyclique à la base, bah, je prends le sous-groupe engendré par G, hein, c'est ce qu'on fait en fait dans les courbes elliptiques, parce que ce n'est pas des groupes cycliques, mais bref, on prend un point, on l'ajoute à lui-même plein de fois, on génère un groupe comme ça. Et le problème du logarithme discret, c'est ben, voilà, je te donne un élément du groupe, bim, retrouve x tel que G puissance x égale h. D'accord, voilà. Tu sais que hein, G puissance x, ça fait tous les éléments du groupe G. Donc je prends un élément du groupe G au hasard, h. Est-ce que tu arrives à trouver x tel que G puissance x égale h? Alors si h égale G, ouais, x égale 1, ok, tu vas trouver, mais sinon... Donc voilà, ça c'est le... Il y a des groupes où c'est très facile. Il y a des groupes où c'est très dur.
Voilà, je ne détaille pas ce problème-là, je pense que je ferai une vidéo à part hein, quand je parlerai d'Elgamal, mais bon voilà, elle n'est pas encore faite. Mais ça fonctionne. Voilà une idée, une fonction à sens unique qui fonctionne, qui permet de produire des algorithmes. Ok. Et la troisième idée, celle dont on va parler, parce que c'est quand même le truc le plus connu, le plus important, c'est la factorisation, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que c'est facile de calculer 43 fois 53, par exemple, tu aurais 2279. Mais là, par contre, de tête, si je vous dis, tiens, trouve-moi quels sont les deux nombres tels que 2479 est égal au produit de deux nombres, voilà, vous allez mettre un peu de temps. Bon, vous allez les trouver, ce n'est pas des nombres à 4 chiffres, hein, forcément. Donc voilà, si vous cherchez un petit peu, vous n'allez pas finir par les trouver, mais c'est pas simple, d'accord? Et donc l'idée, c'est que si on prend des nombres suffisamment grands, voilà, c'est facile de calculer même des produits de nombres à 300 chiffres, là, c'est pas dur à calculer, hein. Mais à l'inverse, quand j'ai le résultat, un nombre à 600 chiffres, retrouver les deux nombres à 300 chiffres qui le donnent, a priori, sans ordinateur quantique, on ne sait pas le faire. Okay. Et puis sans gros ordinateur quantique, hein, on n'a pas du tout d'ordinateur quantique qui savent faire ça, mais bon, je ne veux pas trop anticiper là-dessus. Ok, et donc cette idée va nous permettre de construire l'algorithme de cryptologie qui est le plus utilisé dans le monde. Voilà la méthode hein, de cryptographie à clé publique. Voilà, la méthode du cadenas le plus utilisé dans le monde, le F, c'est donc RSA. Et donc, c'est ce que je vais vous détailler dans la vidéo suivante. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Ça me fait plaisir. Je tiens à vous dire que là, j'ai un petit visiteur dans le studio. Alors tiens, tu vas venir maintenant qu'on est entre nous. Là. Il s'appelle Cédric, qui est cité là en bas, parce que c'est un tipeur qui est venu en vacances à La Rochelle. Viens par ici qu'on te voit. Voilà. Et donc voilà. Et ça me fait plaisir de le rencontrer. Et donc, vous voyez, si un jour vous voulez venir participer à une vidéo, c'est possible, ça me fera plaisir. Venez boire une bière à La Rochelle. Je vous le dis tout le temps en live, je dis, c'est possible en vrai. Voilà, c'est le premier qui le fait. Et donc, c'est cool. Merci. Eh bien, écoute, allez, les amis, on va dire au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. À bientôt. Ciao.